Emmanuel Vallon, bonjour. Bonjour. Merci de participer à cet observatoire de la médiation culturelle dans le champ social, sachant que le champ social est un terme un peu galvaudé, il n'existe pas vraiment. Euh, tu as accepté de répondre sur deux mots, de réagir à deux mots, identité culturelle et diversité culturelle. Alors, ma première question, elle est assez vaste, hein. C'était de voir si tu perçois de nouveaux enjeux à la question de la diversité culturelle dans les espaces, dans les lieux institutionnels, dans tout type finalement d'espace culturel. Voilà. Il y a eu à l'évidence une prise de conscience dans les toutes dernières années, tardive donc, euh, de manque de diversité dans les publics, mais aussi parfois dans les équipes qui animent ces lieux. Et donc le premier enjeu qui se présente devant les responsables de ces structures, les personnels qui s'investissent dans l'éducation artistique ou dans la médiation culturelle, c'est de tenter autant que possible d'y remédier, hein, surtout quand ils sont implantés sur des territoires euh, dans lesquels cette diversité, on reviendra sur le mot sûrement plus tard, paraît la plus forte, ou en tout cas sur lesquels la composition de la population n'est pas reflétée par l'audience, l'assistance habituelle de ce type d'institution. Mais après, il faut évidemment faire la différence entre les établissements culturels et artistiques selon qu'ils conservent du patrimoine, qu'ils entretiennent des collections publiques, que celles-ci touchent aux arts et traditions populaires ou à ce qu'on appelait encore au début du XXe siècle les beaux-arts, hein, ou qu'elles sont dédiées au théâtre, au spectacle, à la danse, à la musique. Un lieu de création est par essence beaucoup plus malléable dans la mesure où il peut accueillir des productions nouvelles et concevoir un programme différent en fonction de tels objectifs. Mais ce qui peut être commun tout de même, c'est cette confusion dans le langage et dans les esprits entre diversité culturelle, diversité d'origine ethnique ou nationale et diversité sociale. La particularité de nos agglomérations, en France au début du XXIe siècle, et ce en fait depuis le début des années 70, c'est d'avoir réalisé une sédimentation du social, du national et du territorial, hein, en ce sens que les populations immigrées ont été souvent fixées soit à la proximité des chantiers qu'elles ont contribué à édifier, soit à la périphérie de ceux-ci, et dans des quartiers où les enfants de ces travailleurs ont fait leur scolarité, sont donc devenus français et ainsi finalement portent une double différence qui est souvent stigmatisée aussi bien par les injures, même aussi par les euphémismes censés la désigner, à savoir une différence sociale et une différence d'origine, hein, résumée souvent par la question absurde, surtout pour des enfants nés en France, mais toi d'où tu viens? Donc je pense qu'au moment de se saisir de cet enjeu, je le répète, à la fois du point de vue des publics et aussi des équipes constituées, des professionnels qui viennent travailler dans ces établissements comme des amateurs qui y sont accueillis et des spectateurs ou des visiteurs qui y viennent. Et il est très important qu'il y ait un travail de déconstruction de ces... C'est un petit peu ça. Est-ce que l'enjeu principal finalement, qui est un peu préconisé par les droits culturels, est-ce que c'est pas le décloisonnement principalement, mais sans présupposer
que ces décloisonnements soient fondés sur la base d'un côté de gens dépositaires d'une culture officielle qui serait bon d'avoir, et d'un autre côté des gens qui auraient tous les outils symboliques pour appréhender le monde culturel. Si on les limite à cela, les droits culturels n'apporteraient pas grand-chose par rapport à la notion déjà connue, débattue et souvent controversée de démocratie culturelle. À savoir qu'on reconnaît une égale dignité des cultures au sens d'imaginaire, au sens de référence, au sens de connaissance, au sens de savoir-faire, mais aussi au sens de coutume, d'habitude, de souvenirs dont les individus sont porteurs. On voit que cette notion de démocratie culturelle a eu son utilité, notamment à la fin des années 80 et pendant les années 90, pour permettre la reconnaissance publique de genres artistiques ou de pratiques culturelles qui n'étaient pas, dont la dignité n'était pas admise au même degré que ce qu'on nommait habituellement les beaux-arts. Hein, et de citer immédiatement le trio rap, hip-hop et graphe pour désigner notamment des cultures urbaines. Mais à vrai dire, ça s'applique, cette notion d'égalité des genres, au sens des genres d'expression, des modes d'expression et des cultures, aussi à des types de production, la bande dessinée, le roman policier, les arts du cirque, les arts de la rue, ceux de la marionnette. Voilà. Pendant toutes ces années 90 et la fin du XXe siècle, il y a une sorte de rattrapage officiel pour accueillir ces arts et ces formes d'expression, mais si on a créé des écoles spécifiques pour les promouvoir, comme par exemple autour de la bande dessinée ou autour de l'art vidéo, si on a créé des filières, si on a parfois créé des centres nationaux pour les arts de la rue ou pour les arts du cirque pour favoriser la création et la diffusion, on n'a pas pour autant fait attention à ce que il y avait aussi des formes de pratiques culturelles, des formes de savoir qui ne s'inscrivaient pas dans ces genres particuliers, qui étaient liées au développement personnel des individus et aussi aux échanges au sein des groupes. Et c'est là que la notion de droit culturel peut à la fois ouvrir et fermer un autre débat. Ouvrir au sens de reconnaître que ce n'est pas simplement des modes d'expression dont on va promouvoir la qualité, mais ce sont aussi des personnes dont on va entendre et d'une certaine façon chercher à comprendre aussi l'univers et tout ce dont ils sont porteurs en termes de connaissances et d'imagination. Fermé au sens où on peut avoir la tentation facile d'enclore ces individus dans le groupe auquel on les assigne, soit en raison de leur origine nationale ou ethnique, qui remonte parfois aux grands-parents ou aux arrière-grands-parents, soit en raison de leur origine sociale, voire de leur situation territoriale. Auquel cas, on retire les droits au même moment où on les attribue, puisqu'on va les figer en considérant qu'ils sont d'une certaine façon déjà acquis, puisque les individus sont porteurs de ces cultures. Moi j'ai coutume de dire, quand je dois définir à des étudiants, face à des étudiants, la notion de culture, qu'elle n'est ni un flux ni un stock, mais une opération. Qu'il faut se rappeler qu'il s'agit d'un travail, d'une transformation complexe et continue de ce qui nous constitue en dehors de la matérialité de notre environnement et de notre organisme. Et tout ce qui nous constitue est fait aussi bien de représentation sociale que d'expérience individuelle. Et donc c'est cela qu'il faut s'efforcer de décortiquer, de démonter quand on aborde la question des identités culturelles.
Oui, avec peut-être aussi la notion des capacités des individus. Donc tu parles un petit peu de culture immatérielle, tout ce qui relève de l'immatériel et que l'on ne voit pas forcément. Et nous, ce qu'on a pu constater, c'est que les personnes ont, quoi qu'il arrive, hein, des capacités parfois inattendues, qui vont au-delà du sens commun, et qui nous surprend. Et ça, quand tu dis opération, est-ce que tu pourrais creuser juste là-dedans sur le mot opération, parce que voilà, je le comprends comme la relation, quelque chose qui chemine avec l'individu et qui n'appartient qu'à la rencontre. De même que dans le mot agriculture, chacun voit non pas un état, mais un processus, c'est-à-dire des paysans ou des éleveurs qui font fructifier un sol et un environnement à partir de tous les éléments dont ils disposent, des semences, de l'eau, éventuellement quelques autres intrants, et surtout en y ajoutant leur travail, leur science, leur savoir-faire, leurs connaissances héritées comme leurs connaissances acquises, la culture, elle repose surtout sur cette notion de réflexivité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce qui nous constitue parce que nous en avons été imbibés, auquel cas on renverrait à une sorte d'héritage immuable, hein, dont on imagine les gardiens un petit peu jaloux et forcément toujours méfiants par rapport à la nouveauté, mais comme un capital matériel et immatériel en perpétuelle transformation, mais grâce à l'idée qu'on s'en fait, grâce au regard qu'on porte sur ses propres acquisitions, sur ses propres legs et sur ceux des autres. Et sans ce recours au regard de l'autre, sans cet échange avec d'autres processus en cours, il y a tout lieu de penser que l'identité va se cristalliser et rester finalement morte, hein, comme un simple objet, alors que c'est d'une activité de subjectivation qu'il s'agit. Se penser comme sujet, non seulement par rapport à sa propre histoire et ce que l'on a reçu, mais, ou que l'on a acquis, mais se penser aussi comme sujet interagissant avec les autres. Oui, avec un écueil possible, hein, que nous on a rencontré à certains moments, c'est de réduire la personne à une identité présumée et se dire qu'elle ne pourrait pas se mouvoir au-delà de cette identité. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que c'est en général, quand on prétend aller vers les plus démunis en termes de revenus comme en termes d'instruction, que l'on se présente dans cette position surplombante en voulant, un petit peu comme les dames de charité chrétiennes du début du XIXe siècle, reconnaître la dignité d'une identité, mais tout en la retenant et tout en la circonscrivant de façon à ce qu'elle n'évolue pas. Alors que dans les classes instruites et dans les classes supérieures de la société, on reconnaît très volontiers que toute lecture, toute audition, toute découverte, toute visite est une occasion de mettre en mouvement, mais aussi de mettre en culture, littéralement, l'ensemble de ce que l'on avait déjà acquis. Je pense que les historiens du fait culturel s'interrogeront d'ici quelques années ou quelques décennies sur cette curieuse manie des responsables culturels et des responsables politiques au début du XXIe siècle, qui consistait à aborder la question nouvelle de la construction de l'identité avec des mots et des schémas qui datent pour l'essentiel du XIXe siècle. Je m'explique. Dans notre société post-industrielle,
et même dans des sociétés qui sont encore marquées par des modes de production très traditionnels, l'agriculture dominant, les individus et les groupes sont soumis à un rythme de changement absolument sans comparaison avec ce qu'ils ont pu connaître dans le passé. Et d'une génération à l'autre, ce n'est pas le même savoir-faire, les mêmes instruments, le même logement, le même territoire qui est transmis, mais c'est surtout un certain nombre de propriétés de mobilité qui sont offertes. Mobilité géographique, mobilité sociale et mobilité culturelle. Et donc on voudrait aujourd'hui, alors que bon nombre de nos contemporains ont plusieurs vies, à la fois simultanément et successivement, connaissent des univers très différents, voyagent, reçoivent en permanence des informations du monde entier qu'ils traitent plus ou moins efficacement, on voudrait qu'ils soient porteurs d'une identité donnée comme une pièce avec son profil de médaille a été coulée dans le bronze. Parlons plutôt de construction identitaire, parlons de cheminement personnel, parlons de mise en culture des références, parlons de transmission, mais aussi de transformation des héritages, parlons de parcours, mais ne parlons pas d'identité établie. Ou alors si nous le faisons, faisons-le pour chacun de nous, pour nous-mêmes, si nous sommes sûrs d'être arrivés au bout du chemin, mais n'imposons pas cette vision absolument rigide à ceux que nous prétendons aider en leur tendant des biens ou des services culturels. Alors, ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est que euh, le respect des identités culturelles préconisé dans les droits culturels, on se demande s'il est compatible avec l'objectif premier d'intégration sociale pour les structures sociales comme pour les structures culturelles. Je pense que ça arrive au bout de ce que tu dis un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a un véritable embarras de la part des acteurs sociaux comme des acteurs culturels, parce que c'est difficile à gérer, c'est-à-dire c'est pas évident. Parce qu'on... Je fais partie de ceux et celles, pas si nombreux, qui dans le petit monde des experts en politique culturelle ont appuyé chaleureusement l'initiative des sénatrices qui ont permis l'introduction des droits culturels dans notre législation, dans deux lois en l'occurrence, l'une de 2016, l'autre de 2017, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République qui reconnaît la compétence partagée pour la culture, et la loi dite LCAP, Liberté de création, architecture et patrimoine, la première fois qu'on légiférait sur la notion de création, si du moins celle-ci peut s'y prêter. Et donc vaut mieux plutôt deux fois qu'une. Mais les raisons pour lesquelles je me suis prêté à ce combat, c'est que j'y voyais la possibilité d'ouvrir un débat et même d'animer une discussion de façon permanente dans l'ensemble des équipes, pour que la notion plus ancienne de démocratisation, c'est-à-dire lutter contre les inégalités qui se reproduisent constamment dans le domaine de l'éducation et de la culture, et on le sait bien, y compris à l'école publique, et peut-être parfois d'abord à l'école publique, hein, que cette notion soit vivifiée par la reconnaissance des droits culturels. Et peut-être, ça reste encore à démontrer et à préciser cas par cas, sur des droits opposables, hein, comme on dit que le droit au logement devrait l'être, en tout cas selon les termes de la loi. Mais il faut bien admettre que dans une discussion, tout est encore à déterminer. Et il y aura évidemment des gens, des forces, des groupes, pour s'appuyer sur les droits culturels afin de refuser, d'une part, à certains de leurs membres d'accéder à ce qui ne correspondrait pas à une vision établie de leur culture, et d'autre part aussi pour refuser à d'autres de se mêler, de connaître, d'interpréter
d'entrer en dialogue avec leur culture. Est-ce que, peut-être une question un peu pratique, est-ce que tu as repéré des actions, des projets particulièrement porteurs sur ces questions? Je crois que il y en a partout maintenant. Des expériences qui cherchent à déplacer un petit peu les lignes et à faire que les rapports entre les différentes catégories de public commencent à devenir un petit peu plus fluides. Alors, simplement, on manque encore un peu d'instruments pour les analyser. Les unes relèvent de la participation, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer des personnes comme des simples destinataires d'œuvres qu'on va leur montrer ou qu'on va leur apporter dans les meilleures conditions avec tout un appareil de médiation culturelle, on va on va proposer à ces personnes de se constituer en sujet et de prendre part à un dialogue avec les artistes et même parfois la réalisation d'une œuvre. Alors ça va du programme bien connu de la Fondation de France, les nouveaux commanditaires, hein, où on va mettre en rapport très tôt un groupe qui est en demande d'une intervention artistique. Ce n'est pas forcément une œuvre matérielle au sens plastique du terme. Ça peut être un événement, ça peut être une nouvelle conception architecturale, ça peut être l'organisation d'une fête, et on va les mettre en rapport avec un artiste, mais on va leur demander aussi d'organiser par eux-mêmes les médiations avec l'entourage et, in fine, l'inclusion de l'objet ou du fait créé, de l'artefact constitué, dans son environnement. Je pense que cette participation et des ouvrages, des colloques commencent à venir de plus en plus nombreux pour en traiter. Elle est de plus en plus appelée aussi dans le monde du spectacle vivant, en particulier du théâtre et de la danse, mais pas uniquement. Même lorsqu'il y a des prérequis techniques, comme par exemple dans les arts du cirque, on voit qu'il y a aussi une volonté d'inclusion d'une partie du public. Attention au miroir aux alouettes cependant, parce que ce n'est pas parce que j'aurais convoqué sur le plateau des figurants que je les aurais transformés de leur statut de spectateur en acteurs à part entière et même en auteurs. Hein. Donc s'il s'agit de changer le regard que l'on porte sur les œuvres, ça peut être utile. Si on veut que ça change aussi le regard que chacun porte sur soi-même et sur le travail des autres, ça peut ne pas être suffisant. Mais bon, les exemples abondent de la toute petite compagnie au très grand établissement. Il y a d'autres expériences qui visent surtout à modifier, à bousculer les règles de la programmation. C'est-à-dire faire en sorte que on n'attribue pas systématiquement à une catégorie de public un lieu et un certain nombre de dates ou des horaires spécifiques, mais qu'on provoque la surprise, le croisement, l'étonnement. D'autres encore vont jusque dans la conception même d'un spectacle ou d'une exposition, tenter de faire se rencontrer les publics attirés par des motivations un peu différentes. Ça va de ces pièces de danse contemporaines dans lesquelles on invite des très savants et très virtuoses interprètes de hip-hop. Curieusement, l'inverse est un peu moins fréquent. Jusqu'à ces expositions, je pense par exemple au Mucem à Marseille, dans lesquelles on essaye à travers la notion d'échange entre les civilisations, on pourrait prendre l'exemple aussi de l'Institut du monde arabe qui pratique cela assez régulièrement, à faire comprendre que les patrimoines nationaux ou religieux ne se sont pas constitués comme ça d'un bloc, mais ont fait l'objet sans cesse de trocs,
d'influence, d'apport, et on tente de réaliser la même chose avec les publics, faire que des gens viennent attirer à une exposition au pavillon des arts de l'islam au Louvre, les uns parce que l'islam fait partie de leur culture familiale, les autres parce qu'ils sont intéressés par l'histoire de la Méditerranée, ou d'autres encore parce qu'ils sont fascinés par les formes très épurées issues de cette foi. Mais je pense que le décloisonnement, c'est un travail constant. C'est-à-dire que on ne peut pas considérer que l'une de ces recettes, la participation, le mélange dans la programmation, ou même la conception d'artefacts ou d'événements de type hybride, va suffire durablement à briser aussi les habitudes de reconnaissance des groupes eux-mêmes. On le voit sur Internet, hein, dans les réseaux numériques, à savoir que, en principe, la liberté d'échange est totale, chacun peut interagir avec qui il veut, mais en réalité, non seulement on s'adresse à ses pairs, PAIRS, mais en plus les moteurs de recherche et leurs algorithmes renforcent encore ce sentiment d'entre-soi, puisqu'on vous renvoie à des références, à des questions, à des propositions musicales, à des contenus, entre guillemets, comme on dit dans cet univers industrialisé, déjà préformaté pour vous. Donc c'est un travail constant, non seulement des institutions, mais aussi dans les pratiques de médiation et d'éducation artistique, pour faire que les individus acquièrent le plus possible des capacités de navigation, c'est-à-dire s'orienter, savoir où on veut, mais savoir qu'à un moment donné, quand le vent est de face, tirer un bord vers l'ouest ou vers l'est va non seulement être une solution pratique et raisonnable, mais une source d'enrichissement, parce qu'on va voir ce petit arpent de mer d'une autre façon. Je vais poursuivre, conclure par une question. Euh, Quelle évolution pour ces notions dans le temps, la notion de diversité et d'identité culturelle, enfin quelle évolution on peut espérer simplement pour ces notions? Tu développes tout un discours sur le fait justement que l'écueil possible serait de cantonner une personne à une identité, que le rapport aux gens peut très vite devenir asymétrique dès l'instant où on les invite à partager une culture plutôt qu'une autre. Il y a toutes ces questions-là qui sont un peu vives, mais quelle serait l'évolution de ces notions dans le temps, l'évolution espérée en fait? Celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent ne savent peut-être pas que nous avons cet entretien au lendemain de la nuit d'incendie qui a livré Notre-Dame de Paris aux flammes et qui a laissé pantelante toute une opinion mondiale sidérée et évidemment beaucoup émue, peut-être encore plus toutes celles et tous ceux qui habitent dans la région parisienne. Et j'ai été frappé, aussi bien en entendant les commentaires que dans les premiers échanges de voisinage ce matin, par la diversité des histoires à la fois culturelles, religieuses, mais aussi professionnelles, sociales, de celles et ceux qui se trouvaient touchés par cet événement. Hein. L'un qui ne l'a visité que comme monument architectural et historique, mais qui a été frappé par l'attitude de la foule au sein de ce lieu impressionnant. L'autre qui s'intéresse plus au travail extraordinaire qui a été nécessaire, peut-être parce qu'il est ou qu'elle est elle-même artisan, pour édifier un tel monument et de voir qu'il a résisté à un sinistre d'une telle puissance.
et donc qui s'inscrit de façon beaucoup plus concrète et émotive d'un seul coup dans une continuité d'histoire qui est à la fois une histoire matérielle et une histoire matérielle, en rendant en quelque sorte hommage à ceux qui l'ont précédé dans cet ouvrage. D'autres qui en avaient fait le plan de leur visite de Paris, pour qui ce n'était qu'une image, et pour qui ça devait venir une réalité, ça devient une réalité beaucoup plus brutale, ou d'autres encore, j'en suis, qui ont eu une éducation chrétienne, et qui, quel que soit l'état de leur réflexion sur les sujets de l'au-delà, estiment que c'est un peu constitutif de sa mémoire. Donc on voit, à travers un événement comme celui-ci, toutes les ramifications, toute la capillarité à travers laquelle les mémoires individuelles et la mémoire collective se tissent. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on pourrait appeler une identité française, une identité catholique. Ce à quoi voudraient nous emmener quelquefois quelques partis politiques lorsque, par exemple, on voudrait imposer dans la Constitution européenne ou dans la Constitution française de prétendues racines chrétiennes de l'Europe. Ça a tout à voir, au contraire, avec les parcours, les itinéraires des individus. Donc je pense que quand on reviendra un peu plus tard sur ces notions, en ayant assumé, assimilé le fait que c'est la tâche de nos générations, je parle de celles qui montent comme de celles qui s'en va à petits pas de la scène politique et culturelle, que notre mission, notre tâche, c'est de dépasser les clivages sociaux et les prétendues assignations d'origine qu'on a imposées comme leitmotiv dans le débat public depuis pratiquement le milieu des années 70, et qu'on aura, par la pratique, par des choix politiques aussi courageux, fait en sorte de donner à chacun, sinon une égalité de situation, du moins une plus grande reconnaissance de ses propriétés, de ses facultés pour construire son propre univers culturel. Je pense qu'on n'abandonnera peut-être pas ces mots, mais qu'on reviendra à leurs racines. Par exemple, je crois que derrière la diversité, il y a un mot plus fort qui est celui de différence, qui était très à la mode justement avant, dans les années 70, hein, quand on commençait à découvrir que égaux en droit, femmes et hommes peuvent avoir leurs différences, et que les femmes entre elles et que les hommes entre eux peuvent avoir leurs différences, différentes orientations sexuelles, différences de croyances, différences de corps, différences de désirs. Ce mot de différence dont Derrida a fait même un principe moteur de la construction de la personnalité et de l'invention de la société, en changeant simplement le E de différence en A, hein, pour bien insister sur le fait que en se différenciant, comme disent les sociologues, en se distinguant, on ne se détache pas, on ne se sépare pas nécessairement, mais on rend possible le dialogue, le face-à-face, ce que Lévinas appelait la visagéité, hein, c'est-à-dire le fait de prendre conscience de l'altérité, et que cette altérité provoque des altérations. C'est-à-dire que si je vais jusqu'au bout d'une reconnaissance de l'autre comme autre, ça doit obligatoirement changer quelque chose en moi. Voilà. Tout cela dans mon habitus, c'est-à-dire dans tout ce dont je suis porteur et qui m'a été légué par mon parcours social et par mon héritage économique et culturel et social. Cette différence, hein, elle me paraît beaucoup plus féconde, hein, que celle de diversité, que cette notion de diversité utilisée finalement pour simplement constater un état de fait sans se donner les moyens
de le transformer. Emmanuel Vallon, merci beaucoup pour cet entretien. Merci et